pour le programme, on va voir un peu plus qui est Damien, les avantages et inconvénients des animations web, quelle est la composition d'une animation web, et ensuite on verra les animations de niveau 1 qu'on appelle simple 2D, les animations avancées et les animations très complexes. On va voir les plateformes un peu de récompense de sites esthétiques et du coup des exemples de super animations qu'on peut retrouver sur ces sites-là, des sources d'inspiration, des outils, des librairies que vous allez pouvoir utiliser pour vos animations et un peu de voir aussi les profils, ou les profils nécessaires pour vos projets d'animation, pour vos sites web et ensuite des liens complémentaires. Et alors Dame, avant que je te présente, tu voulais faire mettre en avant un petit peu un truc de la NASA? Vas-y. Ouais, carrément. En fait, moi, j'avais mis cette première slide en gros pour montrer un peu maintenant la frontière technologique qu'on peut atteindre maintenant en fait avec le web. Donc, on peut avoir en fait carrément du rendu en temps réel 3D dans notre navigateur, ce qui est assez fou. Et du coup, la dernière claque que moi je m'étais pris personnellement, c'était quand justement ils avaient fait cette reconstitution en gros de la descente euh, du euh, du rover en fait de la NASA. Et en fait, on voit toutes les étapes et on peut carrément se balader dans la scène, faire tourner l'objet en 3D, voir les reflets de la lumière, etc. Du coup, on regardera ça tout à l'heure. Ouais. On peut faire limite des jeux, on peut faire des jeux vidéo de ouf maintenant, quoi, Exactement. avec les Ouais. technos même avec lesquels qu'on utilise pour faire des sites. Et donc, du coup, qui est Damien? Et d'ailleurs, Damien s'est fait un peu plaisir, je dois avouer, quand même, sur cette presse. Il a mis des gifs à peu près sur sur toutes les slides. Donc, vous allez pouvoir apprécier, les goûts d'animation de Dame. Donc, qui est Dame? Dame, donc, est lead web developer chez Pilotine. Il est fan incontesté de WordPress depuis 2017. Il a un cursus dans la communication, le design avant de devenir développeur. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il a cette appétence pour le graphisme et le design, en plus d'être un bon dev. Il a eu des awards, des mentions honorables, notamment avec Kailis. Il a gagné la Beautiful App. C'est un trophée aussi qui a été décerné par My Good Barber pour le projet The Ablion Public House. Et il a eu aussi une autre mention avec le French Design Index. Et il est à l'initiative surtout du PiloPress, qui est une extension WordPress open source qu'on a développée chez Pilotine et qui associe un design system qui est adaptable pour chaque projet, qui permet de faire des sites vraiment hautement personnalisés et sur lequel justement on peut faire aussi plein d'animations, des choses comme ça. Et donc il est à l'origine de ce projet-là avec d'autres personnes dans la boîte et voilà, et c'est ce qu'il maintient aujourd'hui. Et donc on a mis des petits logos en dessous. Et puis surtout Damien en fait est un grand fan de tout ce qui est l'espace, la NASA, les fusées, les trucs comme ça. Donc c'est pour ça qu'il nous a aussi parlé du projet de la NASA avant. Donc si vous avez des questions sur le sujet, eh ben il sera tout à fait open pour vous parler de tout ça. À savoir que du coup toute cette présentation va être disponible par mail. On va vous l'envoyer par mail à la fin du webinar. Vous aurez aussi le replay et vous allez avoir tout ça. Donc si vous la regardez en replay par exemple sur YouTube, vous retrouverez tout ça en dessous de la vidéo. Donc, c'est parti, Damien, c'est à toi. Donc, Damien a bossé une bonne presse, donc je vais le laisser gérer tout ça. Donc, je te laisse partager ton Ouais. écran et faire ça. Et donc, moi, je vais être là pour faire toutes les questions-réponses. D'ailleurs, en petite question, pendant que Damien ouvre son écran, si vous pouvez mettre, s'il vous plaît, dans le chat, en gros, à quel point vous y connaissez bien en animation, vous savez les faire, eh ben, ça peut être grandement intéressant. Et si vous avez des premières questions, eh bien, allez-y. C'est le bon moment pour les poser. Donc, voilà. Donc, si vous pouvez nous dire un petit peu si vous avez déjà fait des animations, si vous souhaitez justement vous y mettre, ou alors même des exemples d'animations que vous avez déjà pu faire. Ah, c'est bon, ça marche. Je regardais juste le niveau un peu des gens, c'était pour prendre un peu la Ouais. température. Ouais. Là, il y a plutôt des personnes qui souhaitent s'y mettre pour le moment. Ok. Donc plutôt des débutants du coup, hein, c'est ça? Exact. Ok. Bon bah du coup je me lance, c'est Allez, c'est parti. parti. Allez, c'est parti. Du coup, donc moi, je me présente, je me représente comme Julien l'a déjà fait, mais en gros, je suis lead développeur chez Pilotine. Donc en gros, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est on a un gros sommaire bien chargé. Hein, donc j'ai voulu mettre un petit gif d'actualité pour montrer qu'on allait voir pas mal de choses aujourd'hui. J'ai essayé de mettre un maximum d'exemples, de ressources, de rendre ça le plus pédagogique aussi possible pour que ce soit compréhensif pour les gens qui sont même très novices dans le domaine. Donc on va voir pas mal de points.
Et du coup, en fait, je voulais vous montrer en fait cette petite démo justement dont je vous parlais en fait, qui est la reconstitution de la descente du rover de la NASA qui a atterri sur Mars il y a pas si longtemps. Du coup, on va regarder ça tout de suite. Oups. Hop, je vais juste masquer ça. Tac. Et on va se regarder ça en live. Donc tu me l'avais montré aussi quand on a préparé ce webinar et tu m'expliquais que Exactement. là c'est en gros c'est un truc, il y en a au moins pour 6 mois de taf quoi pour faire ça. C'est ça, en gros, Et- il y a beaucoup, beaucoup de taf. Et en fait, ce qu'on voit, c'est assez fou parce que on peut se déplacer dans une scène 3D, donc dans notre navigateur. Et en fait, on voit qu'à là, avec ma souris, je peux en fait me déplacer dans la scène et je peux carrément en fait, regarder autour, voir carrément même Mars, à quoi ressemble Mars, ses différents cratères, etc. Et ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est qu'en fait, ils ont fait un système de navigation où en fait, sur la gauche, on peut voir les différentes étapes d'avancée en fait de la descente. Du coup, là, quand je clique, ça va accélérer en fait à différents points de la descente. Donc là, on est sur le D-spin, donc en gros, la soucoupe va commencer à se stabiliser, elle va arrêter de tourner. Ensuite, on a une autre phase où elle éjecte plusieurs parties de sa capsule. Du coup, je vais avancer un petit peu rapidement. Donc là, on voit que du coup, on a pu basculer instantanément en fait d'un état à un autre dans la scène 3D. Et on voit que là, on est déjà bien plus proche de Mars, qu'on est en train de descendre, etc. Et du coup, on va accélérer un petit peu. Tac, 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 ça descend, ça descend. Là, on voit que la capsule commence à prendre feu, il y a des effets, etc., qui sont en train d'être mis en place. Bon, j'ai aussi les textures 3D qui sont en train de charger, donc en même temps que je partage le webinaire, j'imagine que là, le débit n'est pas hyper Bon parfait, ça mais va, ça va, ça marche. en temps réel, c'est quand même très joli, et du coup, on peut accélérer un petit peu l'histoire. En fait, à la fin, on voit même du coup le parachute et surtout le rover en fait descendre de la soucoupe, ce qui est assez fou, je trouve. Voilà. Du coup, en fait, on voit descendre en fait, voilà, avec ses petites fusées, et en fait, on voit la reconstitution de ce qui s'est passé quand le rover s'est posé du coup sur Mars. Et à la toute fin, il arrive au sol. Et oui, du coup, il a été aussi tracté par des câbles. Et du coup, voilà, maintenant il est posé sur Mars. Et voilà, on a la reconstitution en fait de toute la descente de ce rover-là. Donc voilà, donc ça en gros, c'était la petite démo technologique qui a un peu bouche bée pas mal de personnes ces derniers temps. Du coup, on va basculer, on va revenir à notre sujet principal, nos petites slides. Du coup, hop. Alors, moi qui je suis, du coup, comme je disais, je suis lead développeur actuellement chez Pilotin. Euh, à la base, j'ai un cursus du coup plus dans la communication design. J'ai fait mes études là-dedans. Et en fait, avec le temps, je me rendais compte que tout ce que je réalisais en fait était frustrant pour moi parce qu'en fait, je voulais leur donner vie et je pouvais pas parce que je bossais que sur des choses visuelles statiques en somme. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a aussi poussé à devenir développeur, c'est qu'en fait, je voulais animer en fait mes maquettes et les rendre vivantes en fait. Euh, voilà. Du coup, on va passer à la suite. Donc en gros, là, on va voir du coup les avantages et les inconvénients des animations web. Donc concrètement, il y a forcément des avantages et des inconvénients, c'est logique. Le premier déjà, c'est que ça permet de capter l'attention de sa cible. Donc c'est le saint graal des publicitaires, c'est qu'en gros, on veut en fait absolument avoir l'attention de notre cible, et du coup, on voit que cela permet en gros de mieux guider le parcours utilisateur, et également de motiver l'utilisateur à atteindre le but qu'on lui a fixé. Et du coup, ce but-là, ça peut être plein de choses. Donc souvent, on va à peu près, j'ai regroupé ça dans 4 catégories. Ça pour le coup, c'est purement personnel. Je me suis pas trop basé sur des documents existants, mais donc souvent, on va vouloir mettre en avant de la conversion. Donc typiquement, un site e-commerce, on va vouloir faire en sorte que le client potentiel concluse du coup la vente. Et du coup, pour ça, on va mettre des effets sur le bouton d'ajouter au panier ou sur le bouton de finaliser la commande, etc. On va lui mettre des petits effets un peu esthétiques pour justement le pousser à cliquer dessus et qu'en fait, il ait aussi sa petite dose de dopamine, lui, en fait, en même temps qu'il interagit avec le bouton pour qu'en fait, lui soit satisfait et puis nous, au final, on remplit notre but derrière. Il y a également aussi le fait de marquer les esprits. Donc, on peut faire ça via un site expérientiel ou simplement avec un effet marquant waouh, waouh, waouh. Mais du coup, ça permet aussi du coup de jouer avec les émotions de sa cible. Et surtout, en fait, ce qui est cool avec ça, c'est qu'en gros, ça permet de marquer en fait l'utilisateur. Et en gros, il va mieux se rappeler en fait de votre site, de votre marque, de votre identité, etc. Il y a aussi une meilleure lecture de l'information. Donc, typiquement, il y a un scénario d'animation, on peut faire en sorte que lorsqu'on arrive sur une page, tout le contenu n'est pas directement visible. Et en fait, on va vouloir afficher les éléments
un à un pour en fait justement avoir une sorte de storytelling, en fait un fil guidé pour qu'en gros l'utilisateur puisse facilement suivre en fait le contenu et mieux le lire dans le sens que l'on souhaite. Et du coup, il y a également le dernier point qui est d'embellir en fait une image de marque, parce que du coup, entre 4 sites qui vendent la même chose et qui font la même chose, s'il y en a un qui est un petit peu animé, qui a travaillé un peu ça, cette identité et cette interaction avec son utilisateur, bah, tout de suite, forcément, ce site-là bah, aura plus de conversion et surtout, bah, du coup, il se démarquera bien mieux et il sera bien mieux, comment dire, en gros, son identité sera bien plus travaillée, du coup, c'est aussi un vrai gage de qualité pour sa marque. Concrètement, c'est cool. Il y a 4 points, en fait, on se rend compte que en fait, les animations, c'est trop bien, on peut faire plein de choses avec, ça a plein d'intérêts, mais du coup, pourquoi on n'en met pas partout et tout le temps? En fait, il y a une raison à ça, c'est qu'en gros, le désavantage majeur des animations, c'est que ça peut aussi nuire à l'expérience utilisateur. En gros, l'animation web est un paradoxe. Elle peut également nuire à l'expérience, alors que pourtant, le but recherché était complètement inverse. Donc en gros, dans quel cas ça peut être nuisible? Donc ça peut être nuisible dans le cas où on a une cible qui est non adaptée, par exemple. Typiquement, si on prend un site administratif, si par exemple le site de Pôle emploi il commence à mettre des animations dans tous les sens, sachant que eux ils ont une grande gamme de personnes qui consultent leur site, ils peuvent pas se permettre d'avoir une expérience qui est trop poussée ou trop pointue en fait pour le grand public. Du coup, typiquement, c'est pour ça qu'il faut faire très attention en général à son site. Si on veut mettre de l'animation, c'est une bonne chose. Par contre, il faut bien l'adapter en fait à sa cible pour ne pas du coup frustrer et perdre en fait justement l'utilisateur. S'il peut y avoir aussi d'autres mauvais points, éventuellement par exemple les mauvaises performances, qui peuvent ralentir du coup le temps de chargement et d'interaction d'un site, si elles sont mal pensées en amont. Et du coup, ça peut faire fuir l'utilisateur. Typiquement, si on arrive sur une page où en fait on a voulu mettre des animations, de la vidéo, de la 3D, etc. Du coup, ça fait pas mal de ressources à charger dans la page. Et du coup, en général, ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est qu'on va mettre en place ce qu'on appelle un loader. Et en gros, les loaders, ça va être en fait une fenêtre avec un chiffre où en gros, on voit le petit parcours qui passe de 0 à 100 en fait pour montrer qu'en fait quelque chose est bien en train de se passer, qu'il faut juste faire patienter en fait l'utilisateur pour lui dire ne t'inquiète pas, tout est en train de se charger, ça va bientôt arriver. Mais du coup, si par exemple il n'y avait pas de loader à la base et que du coup la page était toute déstructurée, etc., du coup l'utilisateur lambda qui arrive dessus, il se dit mais c'est quoi ça? Je comprends pas pourquoi la page n'est pas complètement chargée, pourquoi il y a tout qui est lent, etc. Et du coup, il y a aussi l'excès en fait, l'animation c'est sympa, mais il faut trouver quand même un juste milieu. C'est un peu comme tout dans la vie, faut trouver un bon équilibre. Et du coup, trop d'animation tue l'animation. C'est pour ça que c'est important en fait de garder un certain contraste par rapport au reste du site. Typiquement, si on prend un site statique et qu'on anime une seule partie, du coup cette partie-là sera hyper visible pour l'utilisateur et du coup lui il va vraiment concentrer son focus sur cette partie-là. Mais si on en met partout, du coup tout est animé et du coup tout est, on va dire que la balance d'attention elle est rééquilibrée au final. Et au final, ça n'a plus trop d'intérêt parce qu'on a rajouté de l'animation pour justement avoir l'attention de l'utilisateur. Mais si on en met partout, du coup, son attention, elle redevient dissipée et du coup, on perd complètement l'intérêt initial qui est recherché. Tac. Du coup, quelle est la composition d'une animation web? Donc là, on va rentrer un petit peu dans la technique. Concrètement, une animation web, en fait, je l'ai découpée en plusieurs caractéristiques. Donc en premier lieu, on va avoir un élément. Donc ça peut être un élément HTML ou un objet JavaScript. Donc là, pour l'exemple, on va prendre un élément HTML bouton, donc un élément assez basique. On va avoir besoin d'une propriété qu'on va vouloir animer. Donc souvent, ça va être une propriété CSS ou la valeur d'un objet JavaScript ou autre. Et en gros, là, pour notre exemple, on va prendre par exemple la couleur de fond. Donc pour l'instant, on a un élément, on a une propriété, donc ça va être la couleur de fond, donc on va animer cette chose-là. On va avoir besoin aussi du coup d'une durée, parce que du coup, on va vouloir définir en fait le changement d'état entre si notre bouton au début est rouge et devient vert, et du coup, faut lui définir en fait le temps que l'on veut qu'il soit mis en place en fait pour justement faire cette transition. Et du coup, on va avoir aussi des choses qui sont très importantes, qui sont la courbe de vitesse, aussi appelée easing dans le milieu d'animation. Et en fait, c'est ce qui va permettre de définir en fait la perception de l'animation, si elle est linéaire ou si elle va très vite au début et très vite à la fin, ou s'accélère à la fin, etc. Il existe tout un tas de courbes de vitesse qui sont assez connues et incontournables.
Et du coup, on peut aussi avoir besoin, du coup, forcément, d'un déclencheur. Et du coup, un déclencheur, ça va être un event, ce qu'on appelle un event aussi dans le web. Et en gros, ça peut être un événement au clic, ça peut être au survol d'un élément, ou en scrollant, par exemple, ou ça peut être un événement comme ça. Ça peut également être si un élément, en scrollant, en fait, arrive dans le champ visuel de l'écran, l'animer à ce moment-là. Après, il y a aussi d'autres possibilités de créer plein d'événements différents. Enfin, pour le coup, la liste elle est assez longue à ce niveau-là. On peut vraiment faire pas mal de choses. Du coup, comment ça fonctionne concrètement une animation? C'est très simple. Donc, tout d'abord, on a un état initial. Donc, à gauche, on a notre petit bouton rouge avec notre bordure noire. Donc, on voit que c'est un élément bouton. C'est une propriété de couleur de fond rouge. Du coup, là, ce qu'on a défini, c'est qu'en fait, au clic, ce bouton devient vert. Du coup, on change la propriété, donc on passe du rouge au vert. Et du coup, le passage entre ces deux états, c'est l'état de transition. Et du coup, l'état de transition, bah, c'est là où on va pouvoir justement donner en fait des règles pour faire varier notre animation. Du coup, là, typiquement, on va lui dire que l'état, on veut qu'il soit quand même de 3 secondes. On veut pas que ce soit instantané quand on clique. Et du coup, on veut que la courbe de vitesse soit linéaire. Donc, en fait, le navigateur va calculer en fait la transition de couleur entre le rouge et le vert. Donc, pour illustrer un petit peu tout ça, je vous ai mis les liens en fait de la documentation CSS de Mozilla, qui je trouve à chaque fois être très complète et hyper efficace. Tac, on va aller regarder ça. Du coup, transition. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, dans la documentation, ils mettent aussi des petits exemples. Du coup, on va pouvoir un peu illustrer en fait ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. En gros, là, typiquement, on voit qu'on est sur on a appliqué une règle de transition avec une marge droite et il faut que l'animation dure 2 secondes. Du coup, là, si on survole l'élément, on voit bien que on a une petite animation de 2 secondes où en fait, à droite, il y a une marge qui se rajoute et qui du coup fait rétrécir en fait le bouton. Du coup, il y a différentes options. On peut aussi acheter du délai. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans la slide, mais on peut aussi lui dire qu'on veut attendre à chaque fois une petite période de temps avant que notre animation se déclenche. Donc là, typiquement, si je survole, il se passe rien et d'un coup, ça s'active. Il y a toujours le petit délai d'une demi-seconde. Après, là, on voit aussi que le easing out, du coup, c'est la partie easing, donc c'est la partie courbe de vitesse. Et c'est en fait qui va faire changer la perception d'animation. Donc là, pour le moment, on était sur des animations de type linéaire. Donc, en fait, le rythme est vraiment, pour le coup, très plat. Et là, on est sur un easing out qui est l'équivalent, en fait, d'une courbe de vitesse accélérée au début, stagne au milieu et accélérée à la fin. Du coup, si on survole, on voit qu'il y a une petite accélération, et après, ça s'arrête, et après, ça repart sur la fin. Voilà, donc en fait, pour le coup, c'est assez. Là, pour le coup, on est vraiment du détail de motion, mais ça peut faire toute sa différence sur des animations assez avancées. Du coup, là, on a le même équivalent avec le petit délai, du coup, de 0,5 secondes. Et là, du coup, on a une petite variante où, en fait, au lieu, du coup, d'animer uniquement. Donc là, si on revient sur cette animation-là, on voit que la couleur de fond change instantanément, mais la marge, par contre, elle, a une transition. Là, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont rajouté une règle de transition où on garde du coup nos 2 secondes pour animer la marge, mais par contre, on rajoute aussi une règle pour lui dire je veux qu'en 1 seconde, la couleur de fond change. Du coup, on va plus passer d'un gris au violet instantanément, on va avoir une petite transition de fondu. Voilà. Alors là, du coup, pour le coup, je me trompe, mais c'est le texte qu'ils ont animé, pas la couleur de fond, pardon. Mais du coup, voilà, on voit que le texte passe du noir au blanc, et du coup, il a un petit effet de transition assez cool. Et du coup, à la fin, on a une règle un peu générique pour dire all en fait correspond à toutes les propriétés CSS. Et du coup, on dit que clairement, on veut toutes les propriétés CSS, on veut qu'elles soient animées sur 1 seconde et accélérées sur la fin. Et du coup, ça nous donne ce style-là. Voilà. Donc ça, c'était la partie transition. Maintenant, on va regarder aussi la propriété animation CSS. En gros, cette propriété animation, elle est cool parce que, certes, on a vu que les transitions, c'était sympa, ça permet d'animer, on va dire, une propriété et sur entre 2 états. Il n'y a pas différents états possibles en fait en utilisant les transitions. Donc là, on voit que voilà, on passe d'un état comme ça à comme ça. Donc on peut pas lui dire, je veux par exemple qu'au milieu de l'animation, en fait, la couleur passe au vert en fond et après redevienne violet. Ça, c'est pas possible. Du coup, pour ça, en fait, ils ont créé la propriété animation. Et du coup, la propriété animation permet en fait d'avoir ce qu'on appelle un système de mince, j'ai perdu le mot, de clés.
clés temporelles en fait où on peut définir justement à des moments clés un effet d'animation. Et du coup, on va un peu décrypter comment se déclare une animation. Donc concrètement, on lui donne, donc on retrouve quand même la durée, donc la durée de l'animation qui est de 3 secondes. Là, on retrouve notre système de courbe de vitesse, donc easing, donc ça va être le easing. 1 seconde, ça va correspondre au délai. Donc en fait, l'animation commence au bout d'1 seconde. Peut-être le reset pour voir ça. Est-ce que ça a marché? Non, ça marche pas, tant pis. On voit aussi que, contrairement à la transition, on a des nouvelles propriétés qui s'affichent. Donc là, on peut définir qu'une animation se joue de manière infinie en boucle. Donc là, c'est le cas, on a une boule qui traverse en boucle. On a également le reverse. Reverse, c'est qu'en fait, ça va être le mode de lecture de l'animation, pour lui dire qu'on veut qu'elle commence à 0 frame et qu'elle arrive à la dernière frame. Et en gros, du coup, on inverse l'ordre, donc ça peut passer de la fin de l'animation au début de l'animation. Et du coup, le running, je l'ai oublié, mais c'est pas très grave. Et du coup, à droite, la tout dernier, c'est le nom de la propriété, en fait. Ça va être le nom plutôt de l'animation en question. Donc en vrai, là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'une déclaration d'animation, en soi, est assez simple, parce qu'elle a peu de valeur au final. Par contre, on ne voit pas ici quels sont les détails de cette animation sliding, en fait. C'est pas écrit pour le coup qu'est-ce que fait cette animation sliding. Donc là, on voit que du coup, on est passé. Donc le reverse, en fait, c'est l'animation qui se joue à l'envers. Si on enlève le reverse, elle se joue dans le bon sens. Si on active le mode alternate, elle va aller de gauche et vers la droite. Elle va revenir en fait en boucle. Et du coup, là, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont encore plus réduit le délai d'animation. Du coup, au lieu de passer de 3 secondes pour faire tout le schéma de l'animation, on est passé à une demi-seconde. Et du coup, en fait, les animations, ça fonctionne avec ce qu'on appelle du coup des keyframes. Et les keyframes, il y a aussi une déclaration avec la documentation. On va pouvoir regarder ça. Et en fait, concrètement, donc la démo qu'ils en font, c'est que on peut définir un point de départ et un point d'arrivée. Donc notre point de départ d'animation, ça va être que on va vouloir une marge à gauche et on veut que notre élément soit 300 fois sa taille. Et à la fin, on veut qu'il fasse sa taille normale et qu'il ait plus de marge. Mais on peut aussi acheter des étapes intermédiaires, comme là. On dit que par exemple là, à 0% de l'animation, on veut qu'il soit tel état-là. Le deuxième état, ce sera 30%, on veut que l'élément se déplace vers le bas. Troisième état, 78%, 72%, on veut que l'élément se déplace à gauche. Et à la fin de l'animation, on veut que l'élément remonte en haut à gauche. Donc là, on voit qu'on peut définir déjà bien plus de règles, et on peut commencer à avoir déjà des animations bien plus poussées. Tac, on va passer à la suite. Du coup, on va commencer à attaquer un peu les démos d'animation. Du coup, j'ai mis donc en fait là, donc l'animation niveau 1, enfin pour le coup la dénomination que j'ai utilisée c'est quelque chose d'assez abstrait, j'ai juste mis ça comme ça parce que pour moi c'était assez pratique à catégoriser. Du coup voilà, là on commence avec des petites animations un peu mignonnes, assez simples. Donc du coup le petit Salamèche qui du coup s'amuse et veut du coup commencer à faire l'animation. Donc en gros là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit site de test et en fait on va pouvoir je vais vous montrer en fait comment intégrer une animation de boutons assez simple sur votre site WordPress. Donc normalement ça devrait fonctionner avec tous les sites WordPress. En théorie j'ai fait quelque chose d'assez générique donc tout devrait bien se passer. Tac. Tac 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 tac. Ok, on va avoir besoin de ça. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter en gros notre CSS, donc les règles pour justement animer des éléments, directement depuis le customizer de WordPress. Alors en français, il est appelé apparence personnalisée. Donc ça, c'est cet élément-là que vous trouvez ici. Du coup, on va aller voir en fait. Je me suis créé des petits articles de test, de démo pour qu'on puisse s'amuser et faire des petites animations. Donc là, on a droit à Gutenberg, super. Tac. Et du coup, on va aller en front. Voilà. Donc en gros, ce que je me suis fait, c'est que là, je me suis créé une petite page vraiment ultra simple, où j'ai un texte lambda et un bouton. Et en fait, moi, je vais du coup animer ce bouton-là.
Du coup, là, c'est la page en front, pardon. Du coup, c'est en fait ce que vont voir en fait vos utilisateurs. Et en gros, concrètement, j'ai mis en place l'animation où en fait, on passe d'un état rouge, donc avec un fond, texte blanc et fond rouge, à un état avec un fond vert. Et en fait, on va voir comment mettre ça en place, c'est assez simple. Du coup, pour faire ça, on va aller, comme je vous ai dit, dans Apparence personnalisée. On va aller dans la partie CSS additionnel. Et en gros, le code que vous avez vu en fait 6 juin, ça se tient à 9 lignes, qui sont assez simples. Du coup, le niveau assez débutant, je vais essayer de décrire un peu le fonctionnement. En gros, concrètement, ce qu'on va mettre là, ça va être notre sélecteur, le sélecteur en fait de l'élément HTML qu'on va vouloir styliser. Donc par exemple, pour trouver en fait ce sélecteur, là vous allez devenir un peu des devs, vous allez ouvrir votre inspecteur. Donc en gros là, je vais vous inviter à faire clic droit par exemple sur un élément que vous aimeriez personnaliser. Du coup, on peut faire inspecter. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'inspecteur s'ouvre et me montre en gros exactement l'élément sur lequel j'ai cliqué. Du coup, là, en fait, on voit bien que l'élément que j'ai inspecté se nomme wp-block button link. Et en fait, ça, c'est une classe. Et du coup, je vais pouvoir la récupérer pour en gros m'en servir et lui donner des règles. D'ailleurs, sur la droite, on constate aussi que les petites règles que je vais donner juste avant qu'on a vu sont bien en fait ici. Donc en fait, c'est le style que j'ai ajouté. Et du coup, on voit bien que la propriété du fond est rouge et que je vais définir une règle de transition de 3 secondes linéaire. Du coup, une fois qu'on a cette règle-là, qu'on l'a copié-collé, en fait, on va pouvoir du coup créer un nouveau style. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais commenter ce code-là. On va repartir de 0, comme ça, on va pouvoir voir ensemble comment on peut utiliser un élément de manière assez simple. Donc là, j'ai mis à jour. En théorie, si je recharge ma page, mon bouton est redevenu noir, tout à fait. Et là, il n'y a plus d'animation, on n'a plus rien. Du coup, on va restyliser cet élément. Donc, je récupère en fait la classe que j'avais copiée juste avant dans l'inspecteur. Et en fait, là, du coup, on va faire un petit peu de code. Donc, en gros, je ne sais pas si vous avez un niveau, si vous êtes à l'aise avec le CSS ou pas. Et du coup, concrètement, ce qu'on va faire, c'est que là, maintenant, on va ouvrir les propriétés CSS de cet élément pour en fait les personnaliser. Du coup, donc là, j'avais un élément rouge, je vais passer sur un élément bleu. Voilà, je lui dis que mon élément, je veux qu'il soit bleu. Je vais également lui ajouter une transition. Donc, je vais lui dire que je veux animer le background. Je veux que l'animation dure 0,2 secondes et qu'il y ait un easing. Voilà. Je vais ensuite... Donc là, on a défini notre état initial du bouton. Donc là, pour le coup, il a une règle de départ. Maintenant, je vais vouloir lui définir une règle d'arrivée. Donc, je vais récupérer encore le nom de ma classe. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cibler en fait l'état de notre élément. Donc là, par exemple, ce que j'avais mis en place, c'était au survol de cet élément, on change la propriété de cet élément. Et du coup, là, je vais du coup ajouter un style en fait au survol de cet élément. Du coup, en anglais, survol c'est over. Et en fait, une fois que j'ai mis du coup 2 points over, en fait, je dis à mon navigateur que je veux styliser que cet état-là précisément. Et en fait, là, je vais pouvoir du coup lui donner une autre couleur, par exemple over. Du coup, on peut mettre éventuellement, on va se mettre yellow, tiens, tac, on va se mettre ça en jaune. Du coup, je publie mes modifications. Je recharge ma page. Là, on retrouve du coup notre état initial qui est le bleu. Waouh, Et si je ça a survole, marché, top. ça va devenir jaune. Ah non, non, ça marche pas. J'ai fait une petite erreur. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, j'ai oublié un underscore. Voilà. Alors ça, c'est les aléas du direct du dev, et c'est un truc qui arrive très souvent en dev. Et c'est les aléas des devs en général, effectivement, le petit point virgule, le petit C'est ça, underscore. c'est toujours le petit caractère qui fait toute la différence. Et là, si je recharge ma page, ça fonctionne mieux. Bon, c'est pas du tout lisible, par contre, mais ça fonctionne bien mieux tout de suite. Bon, c'est une animation. On n'a pas dit que c'était joli. D'ailleurs, faut faire Exactement, ah attention. oui. Pour Il y a le moment, beaucoup je qui vous montre font pas beaucoup des trucs jolis. d'animations. Pour l'instant, je montre juste des choses. J'essaie de faire le truc le plus pédagogique possible, mais je vais vous montrer après des exemples qui sont très très canons. Il n'y a aucun problème. C'est juste pour l'instant, je voulais que ce soit très didactique, etc. et pédagogique. Tac. Du coup, donc là, on a vu cette première démo, donc assez simple au final à mettre en place. Je vais revenir. Donc là, par exemple, vous allez vouloir justement
Donc là, c'était bien sympa, ces petits exemples, etc. Mais là, du coup, je vous ai mis des liens, en fait, de ma Bible personnelle. J'en reparlerai plus tard dans d'autres slides plus tard. Mais en gros, justement, en fait, de toute ma source d'inspiration, de veille, etc., que je trouve qui est vraiment ultra qualitative, qui est du coup Codrops. Donc en fait, en gros, là, tu nous as montré comment faire manuellement, mais la majorité des devs aujourd'hui, ils font plus manuellement. Ils vont chercher tout de suite des raccourcis en prenant des bouts de code un peu prêts à l'emploi qu'ils vont customiser après. Ça dépend, mais on va dire qu'un dev intermédiaire, il va du coup, bah, je pense, oui, justement, comme tu dis, récupérer du code pour avoir justement une base déjà un peu faite et déjà prête, quoi. Et du coup, donc ça c'est pratique, c'est sûr, c'est un gros gain de temps. Mais du coup, un dev expérimenté, lui, pour le coup, il va savoir comment il veut développer son animation de A à Z et il va se la faire vraiment from scratch. Enfin, il va vraiment commencer son animation lui-même. Du coup, en fait, on voit plein de petits exemples qui sont assez modernes. Du coup, d'ailleurs, on voit que les côtés un peu rétro et les typos à l'ancienne, en fait, reviennent un peu au goût du jour. Du coup, là, on a plein de petits effets, donc au hover, voilà. Donc, ils sont assez cool en plus, hein. Il y a des trucs vraiment stylés. Avec des petits effets de blob comme ça, là. Donc voilà, en fait, là, vous pouvez vraiment vous amuser, il y en a plein. Et ce qui est cool avec Codrop, c'est que du coup, ils mettent en avant plein de démos de cette manière, mais ils mettent aussi à disposition le code. Donc en fait, tous ces éléments que vous voyez là, en fait, sont open source et disponibles, et vous pouvez en fait les récupérer pour carrément les utiliser dans votre projet. Du coup, ça vous fait déjà une base de travail qui est déjà assez propre et complète. Tac. Donc en fait là, je reviens en fait juste sur le lien que je vous ai mis. Donc en fait, c'est le lien de l'article, et en plus, ils décrivent aussi donc pour le coup, c'est en anglais, mais ils expliquent en fait comment ils ont mis en place ces animations et quelles sont les propriétés qu'ils animent pour arriver à tel résultat. Je peux vous montrer aussi d'autres petits exemples. Donc en gros, typiquement, les animations simples, un peu comme ça, on va dire que le temps de la peaufiner, etc., ça va prendre entre, on va dire, allez, 15 minutes, 1 heure, ça dépend un peu de l'effet. Là, on va aller regarder différents sites qu'on a réalisés. Là, typiquement, sur ce site-là, ce que je trouve intéressant que le designer a fait, c'est qu'on est sur un site de médias d'aviron. Et en fait, l'état d'animation du bouton au hover, en fait, je trouve que ça ressemble à une rame. Et du coup, je trouve qu'il y a une sorte de petit côté storytelling et il y a une cohérence avec même le sujet en fait du site qui est hyper intéressante et qui est assez bien pensé. Après, on a d'autres petits exemples. Comme celui-là, donc Kailis, donc un des sites qu'on a réalisé pour lequel on a eu une récompense. Et du coup, typiquement, on a des petits effets comme ça, où en fait, on a un petit bloc qui se déplace très légèrement, avec aussi le texte qui est en dessous qui change de couleur. Et tout de suite, ça apporte un peu de dynamisme, et en fait, on trouve ça, c'est assez satisfaisant en fait de s'amuser avec, et du coup, on a envie de cliquer dessus pour toujours aller plus loin et continuer à se balader dans le site. Donc voilà, donc toutes les images qui sont dispo dans ces slides, il y a des liens dessus, donc vous pourriez y accéder et du coup vous balader où vous voulez. On va passer maintenant aux animations avancées, niveau 2. Alors là, on est en train d'évoluer là, donc c'était bien sympa, on animait des boutons et tout, mais c'est pas tout quoi. Là maintenant, on va un peu monter en gamme. Du coup, les animations avancées, en fait, on va commencer aussi à changer de langage de programmation. Enfin, pour le coup, on va changer de langage, donc on ne va pas être uniquement sur du CSS, on va aussi passer au JavaScript. Le JavaScript, c'est le langage qui ajoute de l'interaction en fait à votre site web. Et du coup, on va aussi passer sur des animations vectorielles. Du coup, donc, pour cette petite démo en niveau 2, ce que j'ai préparé, en fait, c'est que j'avais vu dans les commentaires sur le post LinkedIn qu'une personne voulait avoir des animations au scroll. Du coup, ça va être exactement la démo que je présentais là. Parce qu'en fait, on va vouloir en fait animer des éléments lorsqu'en fait on défile la page et qu'en fait ces éléments rentrent dans notre champ de vision. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour mettre en place cette démo, vous allez devoir installer en gros l'extension qui s'appelle Code Snippets, qui est une extension WordPress open source qui est disponible sur le répertoire des extensions officielles. Et en fait, ça va vous permettre en gros de injecter en fait du code dans votre thème. Et du coup, ça va permettre en fait de faire des petites animations assez sympas. Du coup, en fait, ça se présente sous cet exemple-là. Du coup, non, j'ai pris cette extension en fait pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Au final, nous, on n'intègre pas du tout comme ça nos animations, mais c'est pour l'exemple, pour la démo. Là, je sais que ce fonctionnement-là fonctionnera normalement sur la plupart des sites. Donc, je me suis dit que c'était intéressant de vous proposer ça. Et du coup, concrètement, ça se présente sous cette forme-là. Donc, ça vous ajoute un menu extrait dans votre back-office. Et du coup, vous pouvez acheter en fait des extraits de code. Donc là, moi, le mien, je l'ai nommé animation avancée.
Et en fait, on peut l'éditer et on peut la désactiver si on veut. Donc là, je vais éditer en fait le code. Et en fait, tout ce code-là, en gros, là, je vais un peu vous le décrypter pour que vous puissiez un peu le comprendre. Et en fait, je vous l'ai aussi mis d'ailleurs à disposition normalement dans la slide. Vous pourrez en fait le télécharger juste en dessous. Voilà. En fait, vous pourrez directement importer ce fichier-là dans Extrait. Donc il y a en fait extrait une partie importée, et du coup ça va directement mettre tout le code qui est ici dans votre site, et du coup ça évite que vous ayez en fait besoin de le copier-coller, etc. Et après, du coup, derrière, vous pourrez en fait changer certaines valeurs pour pouvoir animer les différents éléments de la page. Du coup, on va un peu décrypter cette animation. Donc concrètement, ce qu'on fait en première étape, c'est que pour la démo, je vais utiliser la librairie qui s'appelle AOS. Et AOS, c'est quoi? C'est une librairie qui s'appelle Animate and Scroll. Et du coup, c'est une vieille librairie, mais qui est, je trouve, très très simple d'utilisation encore à l'heure actuelle. Et en fait, voilà, concrètement, ça fonctionne comme ça. Donc, on scroll, et en fait, on voit que dès qu'on arrive dans le champ de vision d'un élément, cet élément va s'animer, en fait. Et du coup, cette librairie, en fait, utilise ce qu'on appelle des data attributs. Donc là, on voit que notre élément HTML div a un attribut data AOS, et en fait, on va du coup lui passer la propriété de l'animation que l'on veut. Du coup, si on remonte un petit peu, donc lui, on a vu qu'il s'appelait fade down. Si je remonte, et qu'on paye un peu attention à cet élément-là, on voit en fait qu'il part du haut, il va vers le bas, il a une fondue en fait d'opacité, et du coup c'est exactement l'effet en fait qui est décrit. Et du coup, cette librairie en fait contient pas mal de petites animations déjà toutes prêtes à l'emploi. Et puis il y a aussi, pardon, il y a aussi possibilité d'avoir des effets un peu plus poussés, et aussi on peut ajouter des règles d'animation. Donc par exemple, si je descends un petit peu plus bas, en fait, on peut lui définir le temps de l'animation. Donc là, on voit que le fade up a mis 3000 millisecondes, donc 3 secondes, pour faire son animation complète. Du coup, on va retourner sur le site. Tac. Donc en gros, là, ce que je fais en fait dans le premier bout de code, c'est que je vais ajouter, je vais dire à WordPress, récupère cette librairie et charge-la moi en fait dans le site, dans mon site. Et la deuxième étape, en fait, ça va être du coup de lancer en fait, de prendre la librairie et de lui dire bah active-toi du coup. Et en fait, là j'ai à peu près décrit et commenté en fait le code pour que ce soit un minimum compréhensible pour vous. Donc typiquement, en fait, là je vais vouloir sélectionner du coup tous les éléments textuels en fait de ma page. En gros, une page web est constituée du coup de plein d'éléments HTML, et du coup on y retrouve de manière quasi systématique les différents titres, les tailles de titres, donc H1, H2, H3, etc., etc. Et aussi j'ai pris la balise P, donc la balise paragraphe, et donc du coup en fait on va faire un sélecteur pour du coup récupérer tous ces éléments et les cibler. Et du coup, la deuxième étape, ça va être en fait une fois que j'ai sélectionné ces éléments, de leur en fait passer les fameux data attributs qu'on a vus juste avant dans la librairie que je vais vous présenter. Et du coup, donc, il y a un premier attribut qui est la type d'animation, donc le fade up qu'on a vu tout à l'heure. Donc en fait, fade up, c'est notre élément qui va passer d'un état pas visible à visible et en montant vers le haut. On va pouvoir du coup définir la courbe de vitesse. Donc la courbe de vitesse, on va mettre is. Et du coup, on va aussi les définir la durée de l'animation. Donc là, ça va être 500 millisecondes, donc ça équivaut du coup à 0,5 secondes. Et en dernier lieu, ce qu'on va faire, c'est que du coup, une fois qu'on a défini nos éléments et nos propriétés d'animation, on va en fait du coup déclencher en fait notre librairie pour lui dire en fait d'animer les éléments qu'on a sélectionnés. Donc une fois que c'est fait, je vais basculer sur mon article. Maintenant, j'avais fait un petit article pour cette démo-là. Donc là, le site, pour le coup, l'exemple que j'ai, il n'est pas du tout stylisé, mais c'est pour que vous voyez, en fait, pour qu'on fasse un peu abstraction du style, du design, et vraiment juste se focaliser sur l'animation. Donc là, on arrive sur la page, donc rien à signaler. Et si je descends un petit peu, je vois que j'ai mes petits effets d'animation qu'on retrouve, en fait, sur la page d'animation. Du coup, voilà, je monte, je descends, l'animation part, et du coup, quand je redescends, elle revient. Et du coup, tout cet effet-là, au final, il a un impact sur toute la structure de mon site, donc tous les éléments que j'ai sélectionnés, donc les blocs paragraphes, les titres, etc. Et au final, on se rend compte que je l'ai mis en place de manière assez simple et assez facilement globale. Donc en gros, voilà, en 30 lignes de code, on a ajouté en fait de l'animation sur les éléments en fait de notre page. Et du coup, ça va du coup amener une expérience un peu plus intéressante et satisfaisante du coup pour l'utilisateur final qui du coup va pouvoir se dire ah ok c'est intéressant, il y a un premier bloc de texte et puis du coup il descend et puis il y en a d'autres qui apparaissent, etc. C'est lui segmentise du coup, là pour le coup c'est un bon exemple de segmentisation de l'information.
Et du coup, donc là, l'effet est sympa, mais ça reste assez basique. On va retourner sur notre bible de l'animation, où je vous ai sélectionné aussi un petit exemple qui est très très canon. En fait, là aussi, au scroll, en fait, on va déformer le texte pour du coup l'incliner vers le haut. Et du coup, on voit aussi que l'image a un effet, ce qu'on appelle le parallaxe. Le parallaxe, c'est en gros, c'est quand on déplace différents éléments sur différents plans. Donc là, typiquement, il faut imaginer que le texte est plus loin que l'image, et en fait, les deux ne vont pas se déplacer à la même vitesse, en fait. Du coup, ça donne ce petit effet de décalage qui est assez satisfaisant à voir. Et donc là, en fait, on voit que le texte en fait, est synchronisé sur la puissance de défilement de ma page. Du coup, plus j'y vais fort, plus le texte va s'incliner et vers le haut, vers le bas en fonction de ma direction de scroll. Donc là c'est une des démos. En bas à gauche, on voit qu'ils en ont mis 5 en tout. Il y en a plein différentes. Du coup, voilà, donc là, il y a deux petites nuances d'effet. On voit que là, du coup, en même temps, la carte tourne sur elle-même. Donc il y a vraiment de quoi faire plein de choses. Excusez-moi. Donc là, on voit que voilà, là, ils ont encore plus accentué l'effet de défilement du texte, etc. Et du coup, ce qui est cool, c'est que CodeRops, comme à chaque fois, ils nous mettent à disposition en fait un petit article qui nous explique l'animation avec des petites démos en GIF et derrière, ils nous donnent accès en fait au code source du coup pour se plonger dedans et un peu comprendre comment ils ont mis ça en place. Voilà. Du coup, donc typiquement, ce genre d'animation, les animations un peu avancées comme ça, où on synchronise des événements un peu plus poussés que le niveau 1, on va être plus sur de la demi-journée, de la journée. Alors après, c'est assez subjectif, parce que pour le coup, c'est assez dur à cadrer, mais dans l'idée, je peux vous montrer des petits exemples. Donc là, en gros, pour le site de Pilotine, justement, je m'étais bien Alors, amusé. j'avais la question, mais typiquement, là, il n'y a pas que du JS, du CSS, il y a aussi le designer qui a un peu plus de temps de son côté en général. Complètement. Alors oui, en fait, c'est vrai que pour l'instant, j'ai que abordé l'aspect technique de la chose, mais bien sûr, en fait, ça, du coup, je l'avais prévu d'en parler un peu plus tard dans les slides, mais oui, Ok. en fait, il y a plein de pôles, plein de secteurs en fait de métiers qui se croisent en fait dans l'animation. On va retrouver du coup des motion designers, il va y avoir des web designers, des développeurs front-end et des creative devs. Du coup, ces 4 corps de métier en fait permettent justement de mettre en place des animations. Du coup là, typiquement sur cet effet-là, on voit en fait que lorsque le slider défile, les animations se lancent juste ensuite, une fois qu'on clique sur la slide. Donc là, en fait, on a un décalage et à chaque fois, dès qu'on arrive sur la carte, on lui dit lance l'animation vectorielle qui est derrière. Donc voilà, donc c'était un petit exemple du site de Pilotine. On a également d'autres petits exemples avec ça là, avec cette petite animation aussi d'intro. Donc au chargement de la page, on lance une animation. En fait, on a justement cette animation qui permet d'introduire un peu l'utilisateur et le faire patienter aussi le temps qu'on charge en fait d'autres ressources pour que du coup il soit captivé par quelque chose et nous derrière ça nous permet de charger d'autres choses en fond. Donc on en a cet exemple là. Et on en a encore d'autres avec des petits sliders et des micro-interactions aussi qui sont intéressantes. Parce que du coup aussi, oui, dans l'animation, il y a plein de petites familles. Donc là, on est sur des grosses animations, mais il peut y avoir aussi des animations qui sont très très discrètes et qui ajoutent justement un petit plus du coup au site. Comme là, typiquement, on voit que juste le petit hover, en fait, on a un petit icône qui apparaît, et puis du coup, là, on a un décalage entre l'image qui zoome et en même temps le cadre qui s'affaisse. Du coup, ça fait un petit effet un peu sympa. Et là aussi, on a des micros intéressantes sur les petites flèches du slider. Sur la gauche, on voit qu'on fait défiler aussi le nombre total de slides. Du coup, les deux sont synchronisés. Et puis même là aussi, on a les petits plus quand on les survole. Ça ajoute un petit peu de cachet, et puis surtout, ça permet de garder en fait son utilisateur en fait un peu de manière un peu éveillée. En fait, du coup, il va pas simplement lire un livre, il va vraiment pour le coup interagir avec l'information qu'il a avec lui. Et du coup, ça peut aussi être assez satisfaisant et du coup le garder son attention avec lui. Tac. Je vais revenir du coup sur mes slides. Et là, du coup, on passe au niveau 3. Alors là, le niveau 3, c'est le niveau final, quoi. C'est bon, on a évolué, on est drac au feu, on peut faire un peu les foufous et faire des trucs de fou. Concrètement, bah, ça va regrouper plusieurs familles. Donc, ça va être là, on va commencer à parler de 3D, vraiment de simulation 3D. Donc, comme on a pu le voir en fait dans la démo du tout début avec le rover qui atterrit sur Mars. Alors du coup, tout ce qui est l'API Canvas, le WebGL, les shaders, tout ça, c'est des termes techniques qui sont vraiment dédiés à l'animation web pour le coup.
Donc là, on monte vraiment en gamme. Et du coup, ce que je vous ai prévu, c'est une petite animation. Donc, vous allez pouvoir en fait intégrer de la 3D dans votre site WordPress. Donc là, vous verrez l'exemple que j'ai choisi, qui est un peu marrant. Mais du coup, c'est vraiment purement à titre de démo technique. Donc là, je vais aller hop sur ma page. Donc en gros, là, j'arrive sur... hop, c'est pas bon. J'ai pas mis à jour le lien. C'est l'animation complexe. Cette animation complexe, là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va bien plus loin que tout à l'heure. En gros, on va charger du coup des librairies donc, pour faire de la 3D. La librairie pour faire de la 3D qui est ultra connue et qui est quasiment le cœur maintenant du marché, c'est Three.js, Free.js. Et en gros, je peux vous montrer un petit exemple. C'est un développeur à base qui avait créé ça, et en fait, ça permet de créer en vrai, c'est un faux moteur 3D qui donne l'impression de la 3D en fait, et du coup, ça permet en gros de faire des choses assez folles. Donc là, on retrouve un peu la ref en haut de la NASA. On a aussi le fameux globe de GitHub, qui du coup, on voit en fait, on peut interagir avec. Ils ont mis en place un peu des petites animations avec du coup des petits fils qui rejoignent des villes, etc. On peut du coup interagir avec la souris, faire tourner le globe, etc. On voit qu'il y a des effets de lumière, etc. On peut même survoler les points. On voit que ça affiche du coup une petite un tooltip en fait qui a un aperçu de à quoi est lié en fait le petit point, etc. Donc en gros là ils sont bien amusés aussi sur ce petit héros et cette petite animation. Du coup on va revenir en fait sur notre petit exemple. Donc en gros l'animation complexe. Donc là on va en fait mettre en place du coup la librairie de Three.js qu'on a vu juste avant, qui permet en gros justement d'avoir une vraie scène 3D dans son navigateur avec du coup une caméra, des lumières, etc., etc. Et puis aussi du coup un système de contrôle pour pouvoir justement interagir en fait avec cette scène-là. Alors là, je peux rapidement vous décrire un peu le code, mais on va un peu survoler parce que c'est assez technique. Mais concrètement, ce qu'on fait, c'est que on va du coup créer une scène. On va créer le chargeur du module 3D, du modèle 3D qu'on va vouloir charger. On charge du coup notre petit modèle 3D. Spoiler, normalement, vous avez vu ce que ça va être. Et du coup, là, on voit on met en place une lumière ambiante, puis une autre lumière, etc. dans la scène pour en fait construire un peu notre décor. Et après, derrière, on va en fait, en gros, lier cette scène 3D en fait à des événements. Donc, on en revient au système d'événements. Donc, on lui dit qu'en fait, concrètement, on va vouloir lancer une action lorsqu'on change la taille de la fenêtre. On va vouloir surveiller ça en fait. Et voilà. Et du coup, à la fin, on va du coup lancer notre animation et lancer le rendu de cette scène 3D. Donc, je vais activer ce petit rendu. Donc, j'avais désactivé par défaut. Avec Code Snippet, du coup, vous pouvez facilement activer des fixes de code comme ça à la volée. C'est pour ça que au final, cette petite extension, elle est assez pratique pour tester des morceaux de code. Et du coup, maintenant, en fait, si je retourne sur ma page initiale, tac, et que je recharge la page, oula, je vais zoomer, c'est pas volontaire, tac, je vais retourner sur la page, ok, normalement, si ça bug pas, que j'ai pas l'effet démo, on a un Stormtrooper qui danse, voilà. Donc en gros, en fait là j'ai implémenté en fait une scène 3D avec un Stormtrooper qui danse à fond quoi. Et du coup là on voit qu'on a quand même une lumière en fait qui est en place avec un système de réflexion etc sur le modèle 3D et voilà. Du coup c'est plus de la démo technique que pour le coup quelque chose de vraiment utile. Et on voit que du coup je peux en fait zoomer en fait dans la scène avec là du coup je suis avec mon pad, mais je peux aussi dézoomer du coup avec la molette de la souris etc. Et au clic et au drag en fait je peux facilement bouger la scène et me balader dedans. Donc on voit que désormais avec les sites internet en fait on a vraiment franchi un vrai cap. On arrive à faire des trucs assez fous maintenant et du coup derrière ça se voit. Les studios créatifs web poussent en fait limite toujours plus loin. En tête, j'ai un freelance qui est assez doué, qui a créé récemment un super cours justement sur l'animation 3D. Et lui, son site, il a fait fureur aussi parce qu'en fait, son site, c'est une petite voiture télécommandée en fait. Et du coup, il a raflé plein de récompenses pour ça. Parce qu'en gros, on peut visiter son site avec un petit véhicule. Et du coup, ce véhicule se contrôle avec les flèches. Et du coup, tout simplement, je peux me balader et en fait découvrir en fait son folio. Donc en fait, donc lui, c'est Bruno Simon, c'est un creative dev. Pour le coup, creative dev, c'est ça va être vraiment un développeur qui est
vraiment, son cœur de métier, ça va être de mettre en place des animations 3D, etc. Et du coup, créer des vrais environnements ou créer même des effets assez poussés. Donc, en fait, là, on peut se balader. En fait, là, du coup, on va visiter en fait son folio, en fait, comme si c'était une page statique, sauf que là, bah, au lieu d'avoir un plan du coup tout plat 2D et faire défiler le contenu, bah, là, en fait, carrément, on va interagir avec une vraie scène et se balader dans son site, mais du coup via une voiture, pour en fait découvrir ses réalisations, etc. Du coup, c'est assez marrant. Il a rendu ça hyper fun, hyper didactique. Puis on voit qu'on a justement des petites animations, des micro-animations. Par exemple, si on survole une zone open, et ben en fait, il y a des petites barrières qui s'ouvrent comme ça. Et en fait, c'est pour montrer qu'en gros, on encourage l'utilisateur en fait, à cliquer pour interagir avec l'environnement qu'il a créé. Et du coup, voilà, donc lui, je vous mettrai aussi le lien dans la démo, mais ce site est très très marrant, très très fun à visiter. C'est une belle prouesse technique. Et puis du coup, donc là, ça va être hyper, pour le coup, on va dire pédagogique comme manière de visiter le site. Il y a aussi une utilisation qui peut être hyper esthétique aussi. Je pense notamment à Doc Studio qui a, du coup, son emblème est un chien loup. Et en fait, ils ont justement mis cette animation 3D au cœur de leur site. Du coup, en fait, on retrouve justement ça, ce loup, en fait. Et en fait, quand on scrolle, on voit qu'on anime la scène derrière qui, du coup, bouge et défile. On voit que le chien, il est vivant, enfin, il interagit, il cligne des yeux, il bouge la queue, etc. Enfin, ça ajoute en fait une vraie âme, je trouve, à un site. Et c'est une vraie, pour le coup, une vraie prouesse technique. Tu penses que ça met combien de temps pour développer ce genre de site, le premier et celui-là? Eh ben, typiquement, c'est ce sur quoi j'allais basculer. Je voulais encore juste vous montrer une petite Vas-y. démonstration. Parce que du coup, là, on a vu de la 3D, donc vraiment des vrais modèles 3D purs, donc des vrais objets 3D. Mais on peut aussi aller assez loin avec ce qu'on appelle les shaders. Alors, les shaders, c'est je vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est très très technique en dev. En gros, concrètement, ça permet en fait de donner enfin, c'est une sorte de langage vraiment presque machine pour la carte graphique, pour en fait du coup faire des animations qui sont vraiment ultra performantes et qui sont bien plus puissantes que simplement les interactions que peuvent donner en fait un navigateur concrètement. Du coup là, en fait, dans la démo, je prends la démo 2. En fait, quand on clique sur le plus, on voit qu'on a en fait, pardon, non, c'est maintenant en fait l'effet. Quand on clique sur un des boutons, en fait, on va avoir une sorte de transition ondulaire un peu. Ah non, bah c'est pas la bonne, je me suis trompé. En plus, je me suis fait rickroll. Mais c'est plutôt celle-là, je crois. Tac. Voilà, en fait, on a cet effet ultra stylé en fait de vague qui se propage. Et en fait, là, pour le coup, on arrive vraiment dans un autre niveau d'animation. Où en fait, c'est plus simplement changer des propriétés d'éléments HTML. Là, c'est carrément interagir avec des valeurs JavaScript. Enfin, pour le coup, ça devient un peu flou et abstrait pour beaucoup de gens, je pense. Mais voilà, on peut arriver à des résultats qui sont assez fous et très très satisfaisants visuellement. Voilà. Et du coup, donc typiquement, ce genre d'animation, combien de temps ça met à mettre en place? La réponse, c'est pas mal de temps, hein, on va pas se mentir. Beaucoup. Là, ce que j'ai mis, c'est hyper suggestif aussi, encore une fois, mais c'est plus pour donner une sorte d'échelle, en fait, de temps de réalisation. Même encore là, j'ai mis plusieurs jours, mais lui, je pense que le folio de Bruno Simon, c'est peut-être plusieurs semaines, très probablement. Et du coup, en fait, il y a plein de choses à prendre en compte. L'animation, au final, sur ces projets-là, c'est le cœur du site. Donc, en fait, ça va devenir, en fait, plutôt que penser à quelle sera la structure du site, etc., les différentes sections qu'on va vouloir mettre en place. Là, du coup, on va penser carrément à comment mettre en place toute notre scène 3D, comment interagir avec, etc. Ça apporte d'autres problématiques et c'est carrément un vrai milieu qui est en plein essor. Et c'est pour ça que le métier de creative dev était aussi en plein essor et encore très très jeune à l'heure actuelle. Et du coup, là, on a des petites démos, donc on va retrouver. T'as un peu changé, effectivement, quand on avait parlé, on était plutôt le truc de NASA, on avait dit 6 mois et tout ça, c'est Ouais, notre en démo, vrai, là. oui, non, mais en fait, oui, en fait, c'est pour ça que c'est suggestif, parce qu'en fait, je voulais juste donner une sorte d'échelle par rapport aux autres. Où, en fait, Mm. si on reprend, du coup, les exemples du niveau 2, ça va être un jour, 2 jours, enfin, une demi-journée, un jour. Le premier, ça va être vraiment genre 1 heure max. Et sur cela, ça va être plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Enfin, le niveau 3, c'est vraiment vraiment le next level. Là, on passe vraiment à un vrai cap technique et de compétences aussi derrière. Et du coup, typiquement, ça peut donner des expériences qui sont très très cool, comme par exemple Cowboy. Cowboy qui est du coup un site e-commerce où en fait, on peut personnaliser son vélo et du coup, on a une vue 3D en temps réel de ce vélo. Donc là, on retrouve en fait notre histoire de scène 3D où on peut interagir avec. Donc, on voit qu'il y a des ombres, de la lumière. Et en fait, je peux voir la personne de mon vélo et le personnaliser en temps réel. Et du coup, vraiment
pour visualiser en fait vraiment ce vélo-là et en fait pour un utilisateur lambda c'est hyper intéressant parce que en gros il peut carrément se projeter avec son produit qu'il souhaite acquérir et il peut carrément mieux le visualiser et du coup bah, c'est aussi une valeur de réassurance pour lui parce que c'est genre en soi une image vaut 1000 mots mais une vidéo vaut 1000 images quoi et du coup bah une expérience 3D une expérience interactive ça vaut encore plus que ça quoi c'est encore un autre palier. Un truc de ouf. Mais ça, tu me disais typiquement, donc là, il y a un gros taf, par exemple, de la personne qui va faire la partie 3D. Mais Mm-hmm. après, en intégration, bon, là, il y a la customisation et tout, mais si on veut faire un truc 3D comme le Stormtrooper ou autre, si on a la version 3D du designer, en fait, toi, après, à intégrer, c'est pas non plus si long que ça, quoi. Pour Ben, la en fait, c'est partie ça, c'est dev. que de plus en plus, en fait, vu que c'est ça, bon, je disais que c'était en plein essor, mais ça a commencé depuis quelques années, mais maintenant, il commence à avoir beaucoup, en fait, justement, de librairies qui sont qui, en fait, simplifient pas mal l'intégration, en fait, de ce genre d'éléments. En fait, à l'époque, il fallait tout coder, enfin, je rends ça un peu grossier, mais en binaire, on va dire. Et en fait, maintenant, on a, du coup, juste des sortes d'outils et de boîtes à outils, en fait, qui nous permettent de facilement mettre en place une scène 3D, et pas en fait, à réfléchir à techniquement qu'est-ce que ça implique pour le navigateur, etc. Là, en fait, on a vraiment des systèmes qui nous simplifient la vie. Et oui, typiquement, sur tous ces exemples-là, donc autant la NASA, le petit pick-up et le vélo, c'est des objets qui sont réalisés en 3D. Donc, il y a un vrai travail derrière fait par des designers 3D et designers produits qui vont du coup créer ce modèle-là et en fait, qui vont le transmettre au développeur, qui lui, le développeur, va se charger en fait de l'intégrer dans le site et de le rendre interactif. Et du coup, on va passer à notre nouvelle slide. Donc, les plateformes de récompense des sites esthétiques. Donc, c'est là, en fait, où il y a la distribution des awards, des récompenses, etc. Faut savoir que sur le web, il y a quelques plateformes qui sont assez réputées pour ça, parce que vraiment, ils ont une sélection qui sont assez éclectique et assez pointue, en fait, pour justement être dessus. Et du coup, ça donne en général des références qui sont très qualitatives. Et puis, c'est des très bonnes sources aussi de veille et d'inspiration. Donc, en premier, on a mis awards. Et en fait, on a aussi mis, du coup, les prix en dessous le prix en fait, qui permet en gros de soumettre son site. Typiquement, il y a une vraie compétition maintenant et un vrai enjeu autour de ça. De plus en plus d'agences commencent à aller basculer en fait sur ce modèle-là où en fait elles veulent se démarquer des autres et du coup pour avoir de la reconnaissance et de la notoriété, on va faire en sorte de faire un joli site pour en fait derrière après le soumettre sur toutes ces plateformes pour en gros gagner de la visibilité, gagner en fait de la maturité et puis du coup ça fait une vraie réputation dans le milieu du web. Voilà, du coup, non, je vous ai mis je crois qu'il y a les liens dessus, je suis pas sûr, mais dans tous les cas, vous avez les liens en dessous si vous voulez aller jeter un œil. Même là, par exemple, on peut aller regarder Howard, qui est du coup, pour moi, la ref numéro 1. En fait, on voit à chaque fois, on a un petit récap justement des notes qui sont attribuées au projet. Donc là, ça va être le projet qui a été élu le site du jour. Donc, ils jugent le design, l'utilisation du site, sa créativité, son contenu et ses performances mobiles et comment il se comporte sur mobile. Et du coup, concrètement, on va regarder aussi ce site en live, tant qu'à faire. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui, mais ça peut être intéressant. Donc là, on voit qu'on arrive sur un loader avec une interaction. Et pour aller dans le site, en fait, il faut déplacer la main et le site s'ouvre. Alors, personnellement, je ne suis pas du tout fan des interactions de drag comme ça, mais pourquoi pas. Et là, du coup, on voit qu'on est sur une vraie animation de type storytelling. Donc là, pour le coup, on a une sorte de slider vidéo avec des chapitres en bas, où en fait, on va nous raconter une histoire. Et du coup, typiquement, il y a des petites interactions dans le site, donc on peut changer le mode. Je ne sais pas ce que c'est. Donc en fait, ça active les sous-titres en fait, de la vidéo, et ça enlève la timeline qu'il y avait en dessous. Pourquoi pas. Et du coup, on voit que dans About, on a un joli petit menu bien sympa, avec du texte qui apparaît dans le viewport. Une animation soignée aussi pour l'icône, enfin voilà. C'est une très belle expérience, et du coup, c'est assez compréhensible qu'elle ait été retenue et qu'elle ait été nominée site du jour. Tac. Du coup, on bascule sur la suite. Donc là, je vous ai mis un peu mon petit recueil perso de sources d'inspiration et d'outils que j'utilise au jour le jour dans le cadre du travail chez Pilotine. Donc typiquement, on va avoir donc, les sources d'inspiration et la veille. Donc comme je vous ai déjà présenté un peu avant CodeDrops, c'est pour moi la source, c'est vraiment de l'or en barre, quoi. C'est la vraie ref. C'est super cool parce qu'en fait, ils ont à la fois du coup des mots de code d'exemple comme on a pu le voir, mais ils ont aussi une newsletter du coup hebdomadaire où en fait ils vont faire une sélection de plein de petits articles
qu'ils ont trouvés sur le web et qui sont du coup toujours axés autour de la technologie du web et des animations, etc. etc. Enfin, ça englobe pas mal de petites choses, mais à chaque fois, c'est vraiment une veille hyper qualitative. Du coup, on retrouve aussi Awards qu'on a vu juste avant. Donc, clairement, ce qui est cool avec Awards, c'est que il a un bon système de filtrage aussi. En gros, on peut facilement se balader dans Awards et du coup regarder en fait les différents, par exemple, secteurs d'activité de sites. Donc, par exemple, dans les collections, ils font aussi maintenant des compilations, ce qui est très très cool. Où, en fait, on peut avoir, donc voilà, je cherche une inspiration pour un menu. En fait, ils ont des collections pour ça. Du coup, là, dans cette collection, ils ont récupéré en fait plein de sites qui ont été soumis sur la plateforme et ils ont noté en fait les sites qui étaient intéressants pour leur menu. Et du coup, on se retrouve facilement à avoir des sélections qui sont hyper pointues et hyper qualitatives à ce niveau-là. Et du coup, à droite, j'ai aussi mis Dribble. Dribble, c'est un peu le juste milieu entre le web et le design. Il y a beaucoup de designers, mais il y a aussi pas mal de trucs de web design, donc c'est assez cool. Et pour le coup, ils sont assez éclectiques dessus et c'est une vraie source de qualité aussi de création et d'animation. On trouve beaucoup d'illustrations, de web design, etc. Ensuite, on va passer un peu aux outils. Donc, c'est les librairies que j'utilise. Donc là, par exemple, la librairie que je vous ai montrée tout à l'heure pour faire dans l'animation de niveau 1, pour faire justement l'animation de niveau 2, pardon, apparaître des éléments au scroll et du coup avoir des fondus du bas vers le haut. On a utilisé AOS, donc Animated Scroll Library. On a Anim XYZ qui est une librairie qui est assez récente, qui permet en gros de gérer des séquences d'animation un peu plus avancées. On peut les regarder ensemble, mais concrètement, ils ont une sorte de système qui permet de composer son animation. Et pour le coup, ça c'est uniquement il y a du CSS aussi. En fait, ils ont des petits exemples, voilà, avec des petites démos d'animation qui sont bien sympathiques. On a GZAP. GZAP, c'est vraiment comment dire, c'est un peu le père fondateur de l'animation dans le web parce qu'il est là depuis très 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 longtemps. Il a beaucoup été utilisé, il est énormément utilisé sur tous les sites là qui sortent sur les awards et tout pour gérer des animations. Pour moi, c'est le plus poussé, le plus flexible en fait pour faire vraiment ce que tu veux derrière avec les animations. Et bon, ils ont un esthétisme qui est un peu vieux jeu, enfin un peu à l'ancienne, avec de la 3D, des petits effets d'ombre et tout. Je suis pas hyper fan, mais par contre, le produit en tant que tel est vraiment hyper puissant. Et on peut faire des trucs assez fous. Ils ont une petite vidéo démo, là, on peut regarder vite fait. En gros, il t'explique voilà, en fait, que ça te permet de créer en fait un peu comme un motion designer fonctionnerait avec After Effects. On peut créer en fait sa timeline, sa séquence en fait d'animation et en fait on peut facilement en code interagir avec, du coup l'accélérer, la ralentir, etc., rajouter des éléments à tel moment clé de l'animation, etc. C'est vraiment pour moi c'est le truc le plus puissant qui existe encore à l'heure actuelle. On a aussi, je fais aussi une petite sélection d'animations de librairies d'animation qui sont très cool. On a Lottie qui a été racheté par Airbnb, qui a été fait par un développeur indé à la base. Et en gros, c'est une petite librairie d'animation qui permet en fait d'animer pour l'intégrateur web, du coup pour un développeur front ou même un intégrateur web, il peut facilement intégrer justement des animations en vectoriel comme là en fait. En fait, il n'y a pas trop besoin de se prendre la tête. Pour le coup, c'est assez simple à mettre en place. Le designer en fait ou le motion designer va bosser avec After Effects et va pouvoir en fait exporter un fichier qu'il va transmettre au développeur et le développeur va facilement pouvoir en fait intégrer ce fichier-là dans l'outil et en fait l'outil va tout faire le reste et va animer carrément le truc pour nous en fait. Du coup, c'est hyper puissant. Et maintenant, il y a beaucoup en plus de plateformes en ligne qui sont créées communautaires où on peut trouver du coup des fichiers d'animation déjà tout prêts à l'emploi. Du coup, tac. Non, je n'ai pas envie de m'inscrire maintenant, je vais juste me balader. Free Animation. Voilà, donc en gros, là, en fait, on voit que la communauté a créé plein de petites animations en vectoriel, etc. Et en fait, un développeur derrière peut simplement aller du coup sur un des fichiers qu'il trouve grave cool, si bien sûr il est open source et disponible gratuitement, et du coup le télécharger. Et ce qui est assez fou aussi, c'est que normalement tu peux changer les couleurs et interagir un peu un minimum avec l'animation. Tu peux un peu la personnaliser, et ça c'est une vraie force. Voilà. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? J'avais mis aussi Locomotive Scroll.
Locomotive aussi, c'est c'est un peu les boss du game dans l'animation. Ça fait la troisième année d'affilée qu'ils sont agence de l'année sur Awards. Et en gros, ils ont du coup à force de créer des sites ultra créatifs et animés, ils ont créé leur propre librairie en fait de scroll justement, en fait, qui est du coup hyper performante, a plein d'utilitaires hyper pratiques pour facilement contrôler son animation et du coup avoir une expérience hyper fluide, hyper cool. Voilà. Ils sont vraiment chauffés là-dessus, c'est assez stylé, c'est un vrai bon produit à utiliser pour le coup. Tac. Et du coup, le dernier, c'est Three.js. C'est du coup ce qu'on a utilisé pour intégrer le petit Stormtrooper dans notre page WordPress. Et en gros, du coup, c'est la librairie de moteur 3D qui permet du coup d'intégrer des éléments de modèles 3D. Et du coup, on va basculer sur l'équipe nécessaire pour vos projets d'animation. Et du coup, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que concrètement, on a, pour moi, il y a 4. En réalité, en vrai, je mens un peu, mais il y a un cinquième. Du coup, on va avoir en plus, du coup, des designers 3D en fait, qui du coup ont créé des modèles. Et pour le coup, ça va faire clairement partie du pôle. Moi, je suis désolé, je construis ma slide et tout en même temps que je vous parle, il n'y a aucun respect. Tac. C'est bon. Ouais, elle a perdu ses cheveux en plus. Ah, elle a perdu ses cheveux, ouais, c'est bon, j'abandonne. Mais en gros, typiquement, il y a du coup les designers 3D qui ont aussi complètement leur place en fait dans le groupe. Et, donc le web designer va créer en fait la maquette. Le motion designer, lui, pour le coup, va s'occuper des animations, donc, ou même le web designer peut en théorie aussi s'en occuper pour justement créer en fait des petites animations qu'il aimerait voir sur le site avec des effets d'interaction, etc. Toutes ces informations-là vont être transmises du coup au développeur front-end, qui lui du coup va intégrer les animations avec les différentes librairies que je vous ai citées un peu juste avant, donc comme GZAP ou Anime XYZ, etc. Et le creative développeur, lui pour le coup, ça va être celui qui va intervenir sur le projet au niveau des animations complexes, donc le niveau 3, le niveau max, où là pour le coup, ça demande des grosses notions d'algorithmie, de théorème. Enfin, pour le coup, là, c'est vraiment un autre niveau. C'est très, c'est extrêmement mathématique, c'est extrêmement technique comme métier. Mais c'est hyper intéressant et c'est vrai que du coup, il y a un vrai essor en fait des expériences web de nos jours grâce en fait à l'essor de la 3D et puis du coup de ce qui a été créé dernièrement. Voilà. Et du coup, j'ai fini ce que j'avais à dire. Top, merci. Je te rends la parole, Julien. Dame. Ouais, alors j'ai vu qu'il y avait quelques petites questions, donc allez-y, vous pouvez poser vos questions, mais bon, on va faire vite. Normalement, il y avait quelques slides qui parlaient de pilotine pour dire à quel point on est gentil, sympa, pédagogue, on fait des super sites WordPress et tout ça. Mais ça, vous le savez sûrement déjà, donc on va pas en mettre des tartines là-dessus. Donc deux questions. Il y a Benoît qui demande si Adobe Animate, c'est utilisable, utilisé, ou c'est plutôt le Dreamweaver de l'animation, donc un peu acheté à la poubelle. Pour moi, c'est une bonne description. Je pense un peu ça. C'est un peu le Dreamweaver de l'animation. Je pense pas que ça produise des choses très qualitatives ou très performantes derrière. Bon. Et Maxime, connais-tu ou que penses-tu de la librairie Scroll Magic? Alors, Scroll Magic, c'était une librairie qui était beaucoup utilisée à l'époque, justement pour faire comme c'est dit, de l'animation scroll. C'est un peu en désuétude, je crois je suis même pas sûr qu'elles sont encore maintenues d'ailleurs. Maintenant, il y a GZAP qui a créé son propre module aussi de scroll. Tac, je peux voir si je le retrouve rapidement, qui s'appelle Scroll Trigger, je crois. Ouais. Scroll Trigger, et du coup, en fait, t'as un peu le successeur moderne en fait de GZAP. Je vais vous envoyer, je te mets le lien dans la description, enfin dans la vidéo, pardon, dans le chat. Et du coup, Benoît demandait si tu veux animer du SVG, comment tu fais? Eh ben, si on veut animer du SVG, pour le coup, ce qui est cool, c'est que le SVG, c'est un format d'image qui est un peu intermédiaire entre un élément web et une image à proprement parler. Parce que pour le coup, il y a vraiment une structure web, il y a vraiment une structure avec des balises, etc. Et du coup, on va pouvoir l'animer en fait avec un peu tous les niveaux qu'on a vu juste avant, donc simplement avec du CSS, avec des règles très basiques. Et aussi, on peut l'animer de manière bien plus poussée. Par exemple, je vais aussi te donner un autre exemple. GZAP, ils ont aussi un module qui s'appelle Morph SVG. En fait, on peut facilement basculer d'une forme de SVG à une autre forme de SVG.
Et du coup, tu peux faire des animations hyper cool de manière assez simple en fait. Je te mets ça dans le chat aussi. Tac. Eh ben top, ça me semble très bien. Allez, dernière question, Jérémy, où peut-on apprendre à créer des scénarios d'animation plus d'un point de vue scénaristique que technique? Dans quel contexte utiliser telle animation? Eh ben, typiquement, on va pouvoir en fait l'avoir dans le contexte qu'on a vu juste avant sur le site Award du jour, où pour le coup là, le but c'était de mettre en avant en fait un court métrage, et en fait pour le coup là, il y a une vraie réflexion sur l'animation et les éléments qu'on va vouloir afficher par rapport à la lecture et au positionnement en fait, de cette vidéo, à quel moment on est placé, etc. Du coup, il y a une vraie utilité pour ça. Après, comment apprendre à créer des scénarios d'animation d'un point de vue scénaristique, je sais pas. Il faut faire des études de motion ou, enfin, pour le coup, c'est vrai que j'ai pas trop la réponse à cette question malheureusement, mais Ok. Ouais, ou c'est peut-être d'autres compétences, quoi. Là, oui, c'est un autre. Ouais, c'est là pour le coup, on bascule un peu plus côté esthétique et design du coup. Donc là, ça va ouais. être vraiment le vrai rôle du motion designer de se former là-dessus, quoi. Par exemple, ce que disait un peu Damien, en gros, quand sur un site, on va décider qu'il y a des super animes et tout, c'est pas Damien qui se réveille en disant, tiens, si sur ce site, je vais flinguer le design qui m'a été donné, mais c'est plutôt en amont, on vient avec un brief en disant, bah voilà, d'un point de vue storyboard, ça va se passer comme ci, comme ci, comme ça, on va montrer un peu à quoi ça ressemble, voire la personne va l'animer sur After Effects. Et après, derrière, Dame va pouvoir, enfin, Dame et les devs de chez Pilotine vont pouvoir intégrer ça et faire en sorte que ça puisse être réalisé, mais ça fait intervenir plusieurs compétences. Après, Damien pourrait prendre l'initiative de dire, ah bah sur site, je vais faire un truc un peu chelou. Mais du coup, bah, ça complexifie un petit peu la gestion de projet d'inventer à cette étape-là. Donc effectivement, mais ça peut être fait par plusieurs personnes. Mais bon, à un moment, faut se chauffer, quoi, faut se lancer. C'est ça. Ok, super. Eh ben, un grand merci Damien, en tout cas pour toutes ces explications, pour ta pédagogie, la vulgarisation que tu as pu faire aussi de ces choses-là. Donc, comme vous avez vu, c'est monté crescendo. On a commencé light, après on est monté de plus en plus. Comme vous avez vu aussi, en fait, il existe plein de raccourcis pour aller un peu plus vite en général, mais au moins maintenant vous savez comment ça fonctionne. Donc, comme d'habitude, ben, on est preneur. Si vous avez une note entre 0 et 5 à donner à ce webinaire, donc 0, vous n'avez rien appris, c'était pourri, et Damien, il parlait pas français. Et 5, bah, finalement, vous avez un peu mieux compris comment ça se passait et surtout, bah, vous allez pouvoir sûrement utiliser un peu ce que vous avez vu aujourd'hui. Par la suite, bah, on est vraiment preneur. Comme ça nous permet de toujours nous améliorer. À très vite. Salut. Ciao, ciao. Salut.